Nous enregistrons, nous enregistrons le chat et que les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, qui vous seraient restées sur la gorge, comme on dit en Pologne, seront évidemment traitées comme nous faisons d'habitude. Voilà, c'est Claire qui se présente et qui nous accueille. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Merci à elle aussi de prendre le temps de nous accompagner dans cette campagne express. Je veux juste, en deux mots, vous dire pourquoi je m'engage depuis 2017 auprès de Frédéric. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que j'habite en Allemagne depuis 27 ans, donc je connais bien les problématiques des Français de l'étranger, l'accès à l'école, l'accès à la culture française, l'accès aux services consulaires, le vote, maintenant par Internet, le retour en France, enfin voilà, toutes ces problématiques que vous connaissez tous à un moment. Je les connais bien et du coup, je suis contente d'être avec Frédéric pour essayer d'avancer, de faire avancer les choses et de faire en sorte que les Français de l'étranger participent à l'aventure nationale. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je m'engage auprès de Frédéric, c'est que j'ai épousé un Allemand, j'ai une famille franco-allemande. Pour moi, la relation franco-allemande est ultra importante, elle est dans mon lit, mais pas que. Et je sais qu'elle est cruciale pour faire avancer l'Union européenne. Et je crois que dans le contexte géopolitique actuel, nous avons plus que jamais besoin d'une Europe forte, souveraine, qui puisse défendre ses valeurs face aux attaques, aux agressions extérieures en Russie ou en Chine. Voilà, donc ça m'était important de vous partager ces éléments et je suis très heureuse de passer la parole à Yael et puis de discuter ensuite avec Voilà. vous. Merci beaucoup. Yael, je vais te passer la parole, ce qui est pour moi un honneur, puisque d'habitude, c'est toi qui me la donnes. Donc voilà, je vais juste rappeler quelques petites choses en introduction. D'abord, je suis vraiment très contente que tu sois là. Je crois que pendant cette campagne, j'ai beaucoup parlé de la pétaudière qui était parfois devenue l'hémicycle et je dois reconnaître que tu nous as tous impressionnés par ta manière de calmer les choses, par ta manière d'être aussi autoritaire quand il le fallait. Donc, sois remercié de ça. On a deux choses en particulier que je voulais, deux petits souvenirs que je voulais rappeler à tous ceux qui nous regardent puisqu'ils sont dans la circo. D'abord, au précédent mandat, j'avais imaginé qu'on pouvait en France faire du vote par électronique et du vote par correspondance. J'avais fait une PPL et donc j'étais venu rencontrer la présidente de la commission qui devait m'accueillir. Et puis très rapidement, avec Jean-Noël Baron, on s'était aperçu que on était un siècle en avance pour certaines parties de l'administration, donc que ça valait pas le coup. Mais j'avais beaucoup apprécié, nous avions beaucoup apprécié ton accueil. Et puis également, j'ai beaucoup apprécié ce qui m'est arrivé assez souvent quand tu étais présidente, c'est l'accueil des dignitaires étrangers qui se font à l'Assemblée nationale. Et je voudrais repréciser à tout le monde que quand Yael, présidente de l'Assemblée nationale, accueille un dignitaire étranger, souvent avec un député, membre de la commission ou concerné par le pays, elle le fait au nom de la nation française. C'est pas, elle le fait au nom de la nation française complètement. Ce n'est pas l'exécutif. Et je beaucoup dit, insisté pendant cette campagne sur le fait que le Parlement, ce n'est pas l'exécutif, même si beaucoup de médias voudraient savoir si on aime le président de la République ou si on le hait. C'est pas du tout le sujet. Et ces réunions avec les dignitaires étrangers étaient remarquables de dignité, de montrer comment le peuple français parle directement à un dignitaire étranger. Et pour la petite histoire, je rappellerai que nous recevions le président de la République tchèque, pour ceux qui nous reçoivent de Prague, au moment de l'attentat, et que ça avait été extrêmement émouvant. Voilà. Et puis, Yael, tu as essayé de faire des choses que je partage profondément. Ce sont des montagnes. Tu as essayé d'ouvrir les fenêtres de l'Assemblée nationale, de l'aérer, de la simplifier, qu'elle soit mieux connue par les citoyens. Ça touche complètement une des actions que je mène depuis 7 ans, c'est-à-dire que le député doit être le trait d'union avec les citoyens. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Je sais que c'est très, très difficile dans cette vieille dame qu'est l'Assemblée nationale, mais tu resteras aussi peut-être dans l'histoire pour celle qui a lancé ça. Voilà, je vous donne la parole, Madame la Présidente.
Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Claire, merci de votre accueil, merci d'avoir proposé cette réunion publique en vidéo. Je suis très contente d'être avec vous et de pouvoir échanger. Donc je ne vais pas être très très longue parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un dialogue. Vous dire que moi, je me suis engagée en politique il y a 7 ans et j'ai eu un parcours grâce au président de la République, grâce à son choix de faire entrer en politique des personnalités de la société civile, comme on dit. Et très vite, j'ai été fascinée par l'Assemblée nationale. Fascinée parce que j'ai ressenti très profondément l'importance que ce lieu a dans la vie démocratique. On dit souvent que l'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de la démocratie. Il siège 577 parlementaires venus de tout horizon, sociaux, professionnels, géographiques, politiques, et il représente les Français, il représente la France. Et j'ai toujours trouvé que l'Assemblée devait jouer un rôle plus important dans notre vie politique parce qu'elle représentait cette diversité et elle représentait l'ensemble des Français. Donc, lorsque, en 2022, j'ai dû faire un choix entre rester au gouvernement ou tenter l'aventure du perchoir, en fait, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai sauté à pieds joints dans cette aventure de l'Assemblée nationale à nouveau et je ne le regrette pas parce que pendant 2 ans, ces 2 années de présidence, déjà, j'ai été la première femme présidente de l'Assemblée nationale après plus de 300 présidents depuis la Révolution française qui se sont succédés. Et donc, il y avait un plafond de verre à briser et c'est nous qui l'avons fait, c'est notre majorité. Et effectivement, j'ai œuvré pendant 2 ans avec plusieurs axes, mais l'axe principal de mon travail a consisté à ouvrir l'Assemblée, à faire en sorte qu'elle accueille davantage les citoyens pour des visites, pour des débats d'idées, pour des expositions artistiques, faire en sorte qu'il y ait mille et une façons et mille et une raisons de venir à l'Assemblée nationale. Cette ouverture que j'ai pu réaliser pendant 2 ans. Elle se traduit très concrètement par le doublement des visiteurs à l'Assemblée. On est passé de 100 000 à 200 000 personnes. Par l'ouverture à l'art. Donc, j'ai des artistes qui exposent à l'Assemblée leurs œuvres. Et en ce moment, nous avons des œuvres de Laurent Perbot sur le perron de l'Assemblée nationale, sur les marches, représentant une Vénus de Milo détournée aux couleurs de l'olympisme et qui fait des gestes de sport olympique et qui a beaucoup de succès. Mais cette ouverture, j'ai pensé qu'il fallait qu'elle ait lieu aussi vers les territoires et vers le monde. Et vers le monde, pour moi, ça signifie redynamiser l'aspect diplomatie parlementaire et l'ouverture vers les pays étrangers, les pays tiers. Claire, tu as parlé de la relation franco-allemande. On a relancé, redynamisé l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et en juin, justement, nous devions avoir une réunion à Paris, une session de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Elle devait intervenir vers le 25 juin. Et on en profitait pour relancer le format Triangle de Weimar. Et donc, j'avais invité mon homologue polonais à venir également en juin à l'Assemblée nationale pour rencontrer Bärbel Bass et moi-même. Et on avait d'ores et déjà fixé notre programme de travail parce qu'on sent qu'il y a une forte attente des parlements étrangers pour nouer ces relations diplomatiques. Et vous voyez, on arrive à créer aussi entre présidents des relations très sincères parce que le jour de la dissolution, un des premiers messages que j'ai reçus, c'était du président de la Rada. Ruslan Stefanchuk, qui m'a tout de suite écrit par WhatsApp pour me témoigner de son soutien, de sa sympathie et du fait que voilà, il voulait que je reparte au combat et qu'il comptait sur moi et qu'il me soutenait autant que moi j'avais pu soutenir l'Ukraine. Et donc, cette diplomatie parlementaire, pour moi, elle est extrêmement importante parce que ce sont les peuples qui parlent au peuple, les représentants du peuple qui parlent aux d'autres représentants du peuple dans leur diversité. Et c'est vrai que lorsque l'on reçoit ou lorsqu'on se déplace à l'étranger, eh bien, dans les délégations, on veille toujours à ce qu'il y ait des membres de l'opposition, des membres de la majorité, qu'il y ait différentes opinions qui soient représentées pour vraiment que ces délégations représentent la nation. Et le dernier jour à l'Assemblée nationale, c'est une petite ironie de l'histoire,
le matin, nous recevions Volodymyr Zelensky, le vendredi matin, qui a fait un discours dans l'hémicycle. Et là, en s'adressant à l'hémicycle, il s'adressait à la nation française avec un chef d'État. Et puis le midi, nous recevions Nancy Pelosi avec une importante délégation du Congrès américain. Et c'est vrai que replacer l'Assemblée nationale et la France dans une dynamique de diplomatie parlementaire, ça sert la France dans son ensemble et ça renforce la place de la France dans le monde. C'est quelque chose qui est pour moi, je pense, extrêmement important et qui se fait en bonne intelligence avec l'exécutif, mais c'est différent. Et pendant ces 2 années, moi, j'ai veillé à ce que l'Assemblée nationale retrouve pleinement ses prérogatives et je suis de plus en plus convaincue, et encore plus avec les derniers événements, qu'il nous faut évoluer davantage vers un régime parlementaire. Il faut peut-être revoir les pouvoirs des uns et des autres, revoir la façon dont les députés sont élus. Mais on voit bien qu'on arrive un petit peu au bout d'un système de la Ve République qui est fortement ancré sur un pouvoir très important du chef de l'État et une prédominance de l'exécutif. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'instar de quasiment tous les autres pays européens, il faut qu'on fasse évoluer notre système. Alors après, c'est difficile de le faire évoluer dans des périodes de crise comme celle que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais en tout cas, il faut y réfléchir et ça sera, je le crois, et j'en suis vraiment convaincue, et ça sera nécessaire d'en faire un des grands enjeux des prochaines années et de la prochaine présidentielle de 2027. Cette question démocratique doit être au centre de nos préoccupations. Elle l'est au niveau des Français, même s'ils ne le formulent pas, mais quand on échange avec les Français, on voit bien qu'au bout du bout, il y a une question, la question démocratique se pose. Donc voilà, moi j'en ai terminé sur mon action à l'Assemblée nationale. Après, je peux répondre volontiers à toutes les questions que vous souhaitez nous poser sur ces élections, sur nos rôles respectifs, sur les enjeux, sur comment je vois la suite. N'hésitez pas, la parole est complètement libre et j'essaierai d'être la plus directe et la plus sincère que possible pour répondre le plus pleinement à vos questions. Merci beaucoup, Yael. Merci beaucoup de ton intervention. Généralement, ce genre de réunion dans la circonscription est assez vif, donc il n'y a pas de problème pour que les gens posent des questions. On va passer justement aux questions. Claire, tu voulais reprendre la Ouais, parole. je voulais rajouter, Yael, tu l'évoques pas, et pourtant c'est quelque chose pour lequel je t'admire énormément, c'est que on parle beaucoup des 49.3 qui ont été passés, mais il y a aussi énormément de textes qui sont passés, qui ont Oui, été votés, des textes qui auraient pu être très très compliqués, une loi de programmation militaire, voilà, qui est cruciale pour nous, pour la France. Donc vraiment bravo pour ça, parce que dans ce Parlement qui était compliqué, où les oppositions faisaient de l'obstruction parlementaire, tu as su bah voilà, faire quand même avancer les choses sur des sujets ultra importants. Donc bravo pour ça. oui, oui. Merci Claire, mais On a passé, c'est... Mm. c'était un des chiffres de la campagne, on a passé, je crois, 140 textes, en Voilà, gros. on a passé de très nombreux textes, on a réussi à trouver des majorités texte par texte, on a réussi, moi j'ai réussi à innover aussi sur ce qu'on appelle des semaines de l'Assemblée. J'ai créé Tout à des fait. semaines transpartisanes où pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée, les partis politiques opposés portaient dès l'origine un même texte. Et bien souvent sur ces semaines transpartisanes, on a voté les textes à l'unanimité. Ce qui prouve que quand on essaye de trouver des convergences, de construire des ponts, on y arrive, mais c'est vrai que ça n'est pas facile, mais c'est possible. Et après, cette assemblée fonctionnait en fait plutôt pas mal parce qu'elle était très parlementaire et il y avait beaucoup d'échanges et de dialogues. Je ne sais pas si ça sera, en tout cas, je pense que mon expérience et ce que j'ai acquis pendant 2 ans en tant que présidente de l'Assemblée nationale sera utile dans la prochaine Assemblée parce qu'il y aura besoin de la faire fonctionner puisque de toute façon, on ne pourra plus la dissoudre pendant un an. Donc, ce sera notre Assemblée et ce sera notre devoir de la faire tourner. Merci. Arthur, tu as la main pour faire tourner la parole. Oui, j'ai Monsieur Braoué qui demande la parole. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Voilà, votre micro est activé.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup et félicitations à la première femme présidente après 300, c'est quand même impressionnant, 300 hommes à la tête de l'Assemblée nationale. Et bravo pour cette initiative d'ouverture au public de manière à rendre, à tendre la main à finalement ce que vous, députés, représentez. Une question, on est parti sur une accolade avec la gauche, voire l'extrême gauche. Et j'aimerais savoir quelles sont les lignes rouges que vous tracez, euh, parce que l'éventail politique qui va des communistes jusqu'au centre pose quand même des questions sur quel sera le programme à appliquer par le gouvernement. Donc, quelles sont les lignes rouges que vous tracez de manière à encourager les gens du centre à, le cas échéant, reporter leur voix s'ils sont mieux placés à des candidats de gauche, et inversement, en traçant des lignes rouges, où voyez-vous la perte en ligne du côté gauche, LFI et autres? Merci de la question, Christophe. On vous remercie de la question. Yael répond en première et puis après on complétera, moi ou Claire. D'accord. C'est évidemment une question dont on parle beaucoup chaque jour depuis 15 jours. Bien sûr. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. On a aujourd'hui, depuis hier, on a le tableau précis des deuxièmes tours et il y a eu des négociations entre partis politiques pour négocier donc des désistements de candidats à chaque fois que le Rassemblement national était en position de gagner un siège. Donc la ligne de conduite dans ces désistements était celle-là. Il ne faut pas que le Rassemblement national ait la majorité absolue. Et donc dans chaque situation où il est arrivé en tête et où on serait dans une situation de triangulaire, eh bien on fait se désister le candidat en gros qui est arrivé en troisième. Et donc, on a eu des accords de désistement qui sont à peu près égaux. On a 90% de nos candidats qui se sont désistés. Et du côté du Front populaire, la même chose. Chacun a joué le jeu. C'est pas facile pour tout le monde parce que le Front populaire a, par exemple, fait un désistement pour favoriser Gérald Darmanin. C'est pas du tout leur tasse de thé. Pourtant, ils l'ont fait. Et de la même façon, nous, il y a eu des désistements qui sont difficiles, mais qu'on fait pour éviter le vote RN. Après, donc ça, c'est la question électorale, comment on fait et on a tout fait pour éviter qu'il y ait une majorité absolue du Rassemblement national, ce vers quoi on se dirigeait après le premier tour si on n'avait fait aucun désistement. Après, la question c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a une assemblée avec pas de majorité au Rassemblement national, comment on fait pour diriger cette assemblée? Donc, il faudra créer une majorité pour la diriger. Soit on arrive à créer une majorité absolue, soit on crée une majorité relative telle qu'on l'a eue pendant ces 2 années et dans laquelle on a pu fonctionner. Et la question qui se pose maintenant, c'est quels sont les contours de cette majorité relative qu'on peut créer et qui serait donc alternative à la majorité relative ou absolue du Rassemblement national. Et là, très clairement, le principe, c'est partager les mêmes valeurs, donc les valeurs de la République, les valeurs, les principes de l'état de droit, du débat démocratique, et la France insoumise, qu'on a vu et qui ne partage pas ces valeurs démocratiques et ces valeurs universelles telles qu'elles existent dans notre pays. Après, quand on parle des communistes, moi je fais souvent un peu l'explication de texte parce qu'on a un problème, nous. C'est que les communistes de l'Assemblée, on les connaît. Et donc, quand on parle des communistes, nous, on parle du président du groupe communiste qui s'appelle André Chassaigne, qui est un prof d'histoire géo, élu du Puy-de-Dôme, un immense républicain qu'on voit à l'Assemblée nationale travailler et que tout le monde adore et que tout le monde appelle Dédé. Et donc, nous, politiques, on le connaît et on se dit, mais notre alliance, elle peut aller jusqu'aux communistes, vous voyez. Mais en fait, c'est plus, en réalité, on se dit, elle peut aller jusqu'à André Chassaigne. Mais il ne s'agit pas de se dire on va prendre le programme communiste et qu'on va l'appliquer. C'est vraiment de se dire les républicains, si on arrive à faire, l'idéal c'est quoi? C'est une alliance avec LR, nous,
les socialistes, les écologistes. Mais donc ça, c'est l'arc idéal. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire, c'est pas faire une alliance pour faire une alliance. C'est pas faire une alliance pour faire le barrage au Rassemblement national. Ça n'aurait aucun sens parce qu'au contraire, ça aurait l'effet inverse. Ça donnerait en fait du carburant au Rassemblement national parce que ce serait une alliance pour sauver des places. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait une alliance qui permet d'avoir des résultats qui font que les Français ont le sentiment et voient dans leur réalité qu'on leur est utile. Et donc, il faudra, et c'est le principe de ce qui se passe dans toute l'Europe, c'est avoir un programme de gouvernement, de travail sur quelques axes. On peut très bien se dire, moi j'ai mis ça dans le débat public, l'organisation territoriale. Ça fait 40 ans qu'on se dit qu'en France, on a 1000 feuilles territoriales, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et ce n'est pas l'organisation territoriale pour l'organisation territoriale, c'est l'efficacité de l'État est en jeu. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait prendre. On pourrait se dire qu'on fait un grand programme de simplification administrative, etc. Et ça, on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué, que c'est trop complexe. Donc faisons un grand programme de simplification. Et après, on peut se dire, attaquons-nous au service public. Tout le monde, on est tous d'accord pour dire on n'a pas assez de médecins, on n'a pas, l'école n'est pas dans un bon état, la justice, la sécurité, tout ça. Et ben en fait, prenons ça à bras le corps et faisons une grande cause nationale sur les services publics pendant les 2 prochaines années et travaillons ensemble. Moi, je suis sûre que si on définit comme ça des sujets, un programme de gouvernement, on peut y arriver avec des gens qui ont le désir sincère de travailler pour améliorer la vie de leurs concitoyens sur ces axes-là. Après, on ne sera pas d'accord sur tout, mais ça, ce n'est pas très grave si on a des gens qui ont envie de travailler ensemble. Moi, je le vois, j'ai fait ce qu'on appelle, vous savez, quand euh, Ah, quand on fait un texte Yael, législatif, il y ta a connexion n'est pas très bonne. au bout après dans chaque chambre, on fait ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Euh, alors, est-ce que j'essaye de basculer sur une 4G? Oui, peut-être. Oui. Alors, Je, Oui, je vais, allez-y, le temps qu'elle se reconnecte. oui, voilà, je reprends ce qu'a dit Yael parce que ceux qui m'ont accompagné pendant cette campagne doivent avoir l'impression de réentendre. D'abord sur les désistements, contrairement à ce qui a été dit, oui, les désistements ont eu lieu. Chez nous, ils n'ont pas eu lieu de manière autoritaire dimanche soir à 20h. là, c'est bon ou pas? Oui, beaucoup mieux, Beaucoup Yael. mieux. Bon. Je finis Donc, et je on te disais, Oui, vas-y. J'avais repris la non, je parole et disais, ah, vas-y. d'accord. Non, juste sur les commissions mixtes paritaires, moi, j'en ai négocié près d'une centaine. Voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, on réussissait quand de part et d'autre, il y avait la volonté d'aboutir à un accord. Et quand il y a la volonté d'aboutir à un accord, chacun est capable de mettre un peu de côté ses mesures, on cherche le compromis, et vous voyez, on arrive à avancer. Quand les gens n'ont pas envie d'aboutir à un accord, ben, on trouve toujours des prétextes pour ne pas aboutir et pour rompre les négociations. Donc, tout dépendra de la volonté exprimée par les uns et les autres d'avancer ensemble. Si chacun veut y aller, je suis sûre qu'on y arrivera, on trouvera le chemin. Merci Yael de cette réponse qui conforte ceux qui m'ont accompagné pendant cette campagne. J'en ai vu beaucoup qui sont là autour de la table virtuelle. D'abord, très important parce que dans la circonscription, ça a été un peu, il y a eu un débat hier. Les désistements ont eu lieu. Ils n'ont pas eu lieu de la même manière verticale que chez Mélenchon, chez nous, mais ils ont eu lieu. C'est pas parce que la tonalité chez nous est une tonalité plutôt horizontale qu'on avait des hésitations. Le fait qu'il fallait éviter que le Rassemblement national ait une majorité a été clair dès dimanche soir. Après, nous, on décide sur les 577, on est des gens territoriaux, on réfléchit, etc. Après, une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Yael. Beaucoup parlent de majorité de projets, etc. La première chose que devra faire cette nouvelle Assemblée, et qui me va très bien dans l'esprit que vient de donner Yael, c'est quand même, il faut que la France ait un gouvernement, pas uniquement quelques lois. Il va falloir faire un gouvernement. Donc ça va être quand même quelque chose qui va être la taille au-dessus au niveau de la médiation, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, vous savez tous que je suis médiateur, donc j'ai très souvent dit quand j'ai été questionné là-dessus pendant cette campagne, que moi, ça m'allait bien. Je n'ai pas besoin d'être majoritaire absolu pour bien travailler
et que je peux faire la liste des 50 personnes. Il y avait dedans André Chassaigne, je ne l'avais jamais cité, mais des 50 personnes avec qui je peux aller travailler demain matin et avec qui je travaillerai correctement. Voilà. Et ce qui est dit, excusez-moi, mais c'est important sur la circonscription, ce n'est pas pareil d'élire quelqu'un du Front populaire que d'élire quelqu'un de LFI. Voilà. Et quand ma concurrente cache son appartenance LFI derrière ses adresses mail qu'elle utilise des adresses écolo, elle fait retirer la mention LFI sur son bulletin de vote, c'est dangereux. Et j'ai essayé de l'expliquer hier pendant le débat, parce qu'effectivement, nous avons là affaire à un groupe qui dit, d'emblée, il dit, je gouvernerai pour mon programme. Eh bien, ça, c'est une médiation qui ne démarre pas. C'est pas la peine. Si on commence à dire, je n'irai au gouvernement que si on fait mon programme, il n'y aura pas moyen d'avancer. Arthur, merci Christophe de cette question. Oui, j'ai Monsieur André Bretou, pardon, qui me signale qu'il souhaite prendre la parole. Activez votre micro. Voilà. C'est Et on bon. va vous épingler, comme on dit dans le jargon. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend et on Ah, vous voit. merci beaucoup. J'ai pas forcément une question, j'ai juste un commentaire. D'abord, saluer votre courage au candidat à sa suppléante et aussi à la présidente de l'Assemblée nationale d'être là et de faire le job, de faire le taf. Mais quand je vous entends, quand je vois tout ce qui a été fait pendant 2 ans, et ça a été plutôt bien fait, avec beaucoup d'engagement, je ne comprends toujours pas, faut pas que je reste en boucle, pourquoi on en est arrivé à cette situation. Vous parlez, Madame la Présidente, de démocratie, et quand le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'était pas un processus démocratique. Bon, c'est lui, à son âme et conscience, qui l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de courir, nous sommes en train de ramer pour essayer de faire le maximum. Et il est sûr qu'on n'aura plus la majorité ou la majorité relative qu'il y avait il y a les 2 dernières années. Donc j'ai le sentiment profondément, je me permets de m'adresser à vous parce que vous êtes dans le même bateau et vous l'avez peut-être pas choisi, tout ce qui arrive. Mais en attendant tout ce que vous aviez fait au niveau de l'Assemblée, Madame la Présidente, tout comme vous, Monsieur Petit, au niveau de la circonscription, bon, moi je suis en Autriche, je suis pas en Pologne, mais c'est quand même une forte concentration germanophone dans cette circonscription. Je ne comprendrai pas et je comprends pas pourquoi on va changer peut-être de candidat, enfin d'élu, et pourquoi on n'a pas pu conserver un peu plus longtemps cette majorité. Peut-être que c'est des calculs politiques, peut-être que le président a anticipé le fait que le budget aurait du mal à passer, peut-être que enfin, j'ai un peu mal à ma France, ça fait 30 ans que je vis à l'étranger, 30 ans que je dirige des sociétés dans le monde germanophone. Euh, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un dont on a cassé le jouet. Voilà, c'est un sentiment de gâchis, malgré vos bons efforts pour essayer de restaurer la situation. Je sais qu'il ne faut pas que je reste bloqué là-dessus, je sais qu'il faut que je fasse un choix dimanche, monsieur le député. Donnez-moi une raison. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant les 2 dernières années? Qu'est-ce qui vous a manqué que vous pouvez nous promettre aujourd'hui que vous serez capable de tenir? Je vais répondre, Yael, Mhm. puisqu'il y a une question assez courte et assez directe. Euh, je l'ai dit pendant cette campagne, moi, c'est pas notre rôle de dissoudre ou pas dissoudre. Voilà, j'ai pris une image de rugby, j'ai dit mon demi-de-mêlée a choisi d'attaquer à droite, alors que je pense qu'il fallait aller à gauche. Ben, je vais à droite avec lui et je vais peut-être gagner le match quand même. Voilà, c'est pas, on ne se pose pas de questions. Je l'ai dit aussi, moi, j'étais pas président, j'étais pas vice-président, je faisais mon travail obscur et on était quand même parfois extrêmement mal à l'aise dans cette assemblée. Yael ne l'a pas vu, mais elle sait très bien, on avait des voix de fait, voilà, on avait des collègues féminins, des collègues femmes qui n'étaient pas très à l'aise parfois quand elles traversaient des salles à l'intérieur de l'assemblée. Donc, voilà, moi j'ai eu ma figure affichée dans des facs en même temps le député de la honte. Voilà, donc on avait je sentais quelque chose que j'ai comparé avec beaucoup d'exagération, mais qui était mon premier réflexe.
qui me faisait penser à l'incendie du Reichstag, hein, dans le circo. Je veux dire, on était en train de désensibiliser euh, l'outil dont on a besoin pour résister au Rassemblement national dans la décennie qui vient. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale et on était en train de l'affaiblir. Donc, le problème est-ce qu'il fallait le faire là, est-ce qu'il fallait attendre une motion de censure, etc. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon problème, mais je fonce et je vous remercie de vos encouragements. Qu'est-ce qu'on pourra faire et qu'on ne pouvait pas faire? Je l'ai dit aussi pendant ma campagne. Et, et, et- et Yael l'a dit aussi. Moi, j'ai pris l'expression de conclave. Voilà. On ne pourra pas sortir, on ne pourra pas aller à la buvette si on ne se met pas d'accord et après aller faire du plateau télé. Ça, c'est terminé. Tous ceux qui voudront faire les jolis en disant mais c'est des méchants, on ne peut pas travailler avec eux, etc., eh bien, ou bien ils seront la honte de leur pays. Le pays va nous demander de travailler ensemble et il faudra qu'on le fasse. J'aime bien l'idée de conclave parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va sortir. Et ça, eh bien, ça va imposer toutes les idées que Yael a présentées tout à l'heure de travailler ensemble. Voilà, quand Yael dit qu'on portait des textes transpartisans, on disait obligatoirement un texte, si on l'étudie cette semaine, s'il est porté par quelqu'un de l'opposition et de la majorité. Eh bien ça, c'était des accords, oui, on va le faire comme des exercices. Eh bien là, on sera obligé. Voilà. Donc, j'ai l'intuition, vous savez, je suis médiateur, moi je vais me retrouver dans mon élément si on est dans une configuration sans majorité absolue pour le Rassemblement national. Je suis médiateur et j'ai des fourmis dans les jambes quand je pense à ça. On va pouvoir le faire parce qu'il n'y aura pas d'autre solution sur nos collègues qui voulaient passer à la télé et pas faire leur travail. Ils n'auront pas d'autre solution, il faudra y aller. Mm. Yael. Ouais, et en fait, je pense que ce qui va être extrêmement différent dans cette assemblée, c'est que cette obligation de coaliser, si on n'est pas, si on évite la majorité absolue Rassemblement national, elle viendra de vous. Eh En oui. fait, elle vient du peuple qui se sera exprimé. Moi, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai été élue en 2022 présidente de l'Assemblée nationale. J'ai dit dans mon discours que le vote des Français nous obligeait collectivement parce que l'Assemblée résultait. Nous sommes 577 représentants du peuple qui ont été choisis par le peuple et nous sommes élus pour agir. Et donc, si la volonté du peuple, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue du Rassemblement national et qu'il y ait une coalition plurielle, eh bien, cela nous obligera. Et cette coalition, elle naîtra donc du peuple et du Parlement et elle ne procédera pas du président de la République. Et ça, vous voyez, ça change tout. Ça change tout pour ceux qui veulent rentrer dans la coalition parce que justement, ils ne le feront pas parce que le président de la République leur a décidé, ils ne le feront pas pour lui être agréable parce que ça, c'est bloquant, mais ils le feront parce que ce sera le choix du peuple et des Français. Et je pense que ça change tout. Et je pense vraiment, hein, j'en suis convaincue. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le président a fait cette dissolution. Peut-être que lui pensait, je n'en sais rien, hein, que la coalition n'était pas possible, mais qu'elle était souhaitable, mais que pour la réaliser, il fallait mettre chacun devant ses responsabilités et retourner aux urnes. C'est une des explications qui me convainc en tout cas le plus. Et je crois que c'est aussi quelque chose, là on a un électrochoc, je pense, institutionnel, je crois. On se pose tous des questions sur comment mieux équilibrer les pouvoirs. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose dont on parlait beaucoup et qu'on va peut-être enfin réaliser à faire à l'aune de ce moment qui est assez crucial. Merci. Claire. Oui, je voudrais juste donner une voix d'Allemagne aussi, parce qu'en Allemagne, la situation est tout aussi compliquée. L'AfD a fait des scores incroyables dans les Bundesländer de l'Est et les élections locales prochaines à venir sont regardées avec inquiétude. Et l'AfD était aussi deuxième partie des élections locales en Bavière et dans la Hesse. Enfin, c'est plus l'Allemagne de l'ancienne Oui. de l'Est. Et donc, il y a effectivement, ça paraît très dangereux, mais il y a aussi beaucoup d'Allemands qui disent et qui écrivent que on a la chance de pouvoir redire vraiment ce que nous voulons, nous, peuple français. Parce qu'en Allemagne, la coalition est très compliquée également, avec des libéraux, des verts et des socialistes. Voilà, ça avance difficilement, mais on continue
à avancer difficilement. Donc, je crois que on a cette chance aussi. Je sais que c'est enfin, on l'a vu là, avec la campagne, c'est extrêmement déstabilisant pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui travaillent à l'Assemblée, mais pour tous les citoyens. C'est vraiment une grande violence. Je crois que c'est une chance de pouvoir, en tant que peuple, pouvoir s'exprimer. Merci Claire. Henri Zeller, il va se faire épingler. Merci Monsieur Breton. Merci pour vos questions. Merci, Madame la Présidente, de votre présence et puis surtout de ce nouvel éclairage, je crois, sur le rôle de l'Assemblée, qualifiée de vieille dame par notre député sortant Frédéric Petit et Claire Stoltenmayer, que je salue ici. À vous entendre, on a une image plutôt positive du travail de cet hémicycle. Et pour avoir été le fils de député pendant 5 législatures, je retombe un petit peu dans les années d'avant, où les choses se passaient bien dans l'hémicycle et où on se respectait. Et on n'avait pas peur de traverser un couloir le soir ou traverser le parvis de l'Assemblée à la nuit. Ma question est la suivante. Euh, Ici en Allemagne, on n'aime pas trop les électrochocs. Et il nous appartient à nous finalement, de rendre positif cette décision qui est un fait, et c'est pas la peine de s'y attarder. Moi, j'ai mon avis personnel sur la question. Si j'écoute le député sortant, et peut-être mon avis, moi, d'élu de terrain à Hambourg et Berlin, je pense qu'on a bien fait de ne pas attendre la motion de censure qui aurait renvoyé le gouvernement en septembre ou en octobre. Si j'écoute la présidente ou l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, comme vous dites, cette assemblée fonctionnait plutôt pas mal. Évidemment, on a deux regards différents. Alors, ma question est la suivante et je la pose aux deux personnes que sont, un, le candidat et deux, l'ancienne présidente ou la présidente de l'Assemblée nationale dans sa formation actuelle. Est-ce qu'avec cette dissolution et cette nouvelle manière de travailler, comment dire, désynchronisation du travail de cette Assemblée parlementaire de l'élection présidentielle, est-ce qu'on aura une chance, selon vous deux, d'avancer plus vite? Merci. Yael. Alors, ça veut dire, excusez-moi, quand vous dites d'avancer plus vite, Alors, plus vite, je me réfère évidemment à ce qu'on entend dans les médias et ce qui est relaté sur ce travail, cet effort surhumain, ces tonnes d'heures que vous mettez, je m'excuse de le dire, ces amendements à la liste à la Prévert qui vous retient tard dans la nuit et qui détruit de la valeur, hein, qui enlève. Alors, à travailler plus efficacement, je mettrai peut-être ce terme-là. Alors, peut-être, voilà. D'accord, d'accord. Yael. Mais en fait, c'est à l'Assemblée nationale, en fait, j'ai toujours pris cette image d'un iceberg. L'image qu'on a aujourd'hui de l'Assemblée nationale, c'est la partie qui est émergée, avec parfois dans l'hémicycle ou alors des tonnes d'amendements d'obstruction, des choses qui se passent de façon très laborieuse. Mais il y a toute la partie immergée. Immergée, c'est tout ce qui va bien. Et en fait, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que ça n'intéresse pas les médias. Parce que les députés même, eux, lorsqu'ils essayent de parler de leur travail, de la façon dont ça fonctionne bien, en fait, on n'a pas d'écho à cela. Ça n'intéresse pas. Et quand on dit, on a Ah, Allez-y, Frédéric. nous avons reperdu Yael. Je vais dire ce que je voulais dire à cette réponse. Oui, je pense que cette idée de conclave, même le problème des médias, c'était là-dessus que je voulais répondre, ce qu'était en train de poser Yael, va être facilité parce que cette vision des médias extrêmement qui aiment bien le buzz, qui aiment bien le conflit, qui disent est-ce que vous aimez un tel, est-ce que vous haïssez un tel, eh ben, ils pourront le faire plus difficilement parce que ça ne sera plus le sujet à cause de la désynchronisation. Justement, à cause de cette désynchronisation, ça ne sera plus le sujet. Euh, voilà. Évidemment, il y a peut-être des députés qui ne feront pas leur job et qui continueront à chercher ce buzz, mais à mon avis, ils seront minoritaires, encore une fois, à cause de cette idée de conclave. Voilà. Donc, on Je vais va. me poser une deuxième question, le temps que Yael, la présidente, revient. Les médias, pour enfoncer les clous. J'ai l'impression on a été à la rencontre de beaucoup d'électeurs, de beaucoup de concitoyens durant ces 3 semaines, et pas seulement à l'étranger, bien entendu, dans l'Hexagone aussi. Et je me pose la question de savoir comment on peut conserver cet intérêt, ce momentum, comme on dit en anglais, hein. Et je pense que
Aujourd'hui, le double phénomène qui s'esquisse pour moi est évidemment le premier phénomène, qui est avec l'arrivée, la vague des réseaux sociaux, c'est que nos jeunes en particulier, ils sont plus naïfs, ils ne croient plus les médias. Ils vont chercher l'information eux-mêmes. Et les jeunes ne pensent plus uniquement le média de 20 heures et se nourrissent d'autres sources d'information, avec, j'ai envie de dire, un sens exacerbé, un sens aigu de, du filtrage des fake news et des non-fake news. Et je parle de manière positive. J'en ai fait l'expérience moi-même autour de moi avec des élèves du lycée franco-allemand de Hambourg. Quand je leur montre une fake news contre le soutien de l'Europe à la Russie, ils savent tout de suite détecter, ils savent tout de suite avoir une grille de lecture très positive. Oui, Alors, pour j'ai le même. redonner, je finis Ouais, juste, la question est là. vas-y. Comment conserver l'intérêt des Français pour le travail de l'Assemblée parlementaire, compte tenu du fait que nos médias, et j'enfonce le clou, ne fait pas le job. Le média ne fait pas le job pour présenter le travail positif du Parlement européen. Le média ne fait pas le job pour présenter la phase principale du travail sous la ligne de l'eau, c'est-à-dire sous Ouais. l'iceberg. Voilà, merci. Yael, on te repasse la Ouais, parole. je suis désolée. Réponds à cette question, réponds à cette Mais je vais question-là. répondre à cette question. C'était justement un peu ce que j'ai, moi, la feuille de route que j'avais fixée au nouveau directeur de la chaîne parlementaire, qui a été changé justement. Il a pris ses fonctions le jour de la dissolution, le lendemain de la dissolution. Et je lui avais demandé justement de mieux montrer le travail parlementaire et d'aller chercher les nouveaux publics sur des nouveaux médias, etc. Et donc, c'est la feuille de route qu'il a pour les 3 années à venir, parler à la jeunesse avec des nouveaux formats, sur sur des plateformes, etc. Donc, c'est aussi à nous de faire ce job-là. C'est à nous de faire, nous, députés aussi, d'avoir nos propres canaux de communication. Et on voit que là, les jeunes de la France insoumise sont excellents pour ça. Ils réussissent à parler directement à la jeunesse. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup de succès avec cette jeunesse. On voit que Bardella le fait sous un mode complètement différent, mais le fait aussi et réussit à toucher ces jeunes. Donc, on a un vrai enjeu. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a un enjeu. On peut penser qu'on a une crise un peu démocratique qu'il va falloir surmonter, mais je pense que ça montre une crise aussi de notre enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à former des citoyens éclairés. Quand on voit notre jeunesse, moi je vais beaucoup, et Frédéric doit le faire, aller dans les écoles, etc., on voit que nos enfants connaissent rien aux institutions, connaissent rien à la façon dont fonctionne une société, c'est-à-dire qu'on paye des impôts, qu'il y a la sécurité sociale, que vous voyez, toute cette logique de citoyenneté, de droits et devoirs, quelle est ma place dans la société, quelle est ma place dans le collectif, dans l'engagement et tout ça, on voit qu'on a perdu beaucoup de terrain, ce qui fait que beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, déterminent leur vote en fonction d'un réseau social, d'une vidéo, etc. Et donc, il faut qu'on reprenne tout ça, et ça va nous prendre plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est en gros la réponse que j'ai faite aussi Ah bon, bah pendant alors cette parfait. campagne. Non, non, pendant la campagne, et je la reprécise. Les gens qui disent que c'est notre majorité qui a fait venir le Rassemblement national, je répète qu'on n'est pas au gouvernement en Suède, on n'est pas au gouvernement en Pologne, on n'est pas au gouvernement en Italie, au Kremlin, dans le gouvernement. Enfin voilà, on n'est pas partout, on n'est pas dans les grands gouvernements. Et cet abandon du citoyen, ce saucissonnage de la citoyenneté dans nos sociétés, c'est un problème qui est posé. Moi, je suis très optimiste. Je rejoins tout à fait ce que Henri Zeller, notre élu local de Hambourg, vient de dire. On voit que les jeunes ont envie de comprendre quand même, en majorité. Évidemment, ils restent sur le TikTok parce que c'est facile, mais quand on pose des questions, quand on les a à 15 dans un café, ça les intéresse et ils reviennent et ils posent des questions. C'est pour ça qu'ils prennent du temps aux députés. Moi, je suis sûr que c'est une crise à passer, une crise de société à passer. Et j'avais pris cet exemple pendant ma campagne. J'ai dit, entre Gutenberg et la loi sur la liberté de la presse en 1881, il y a 3 siècles, 3 ou 4 siècles. Donc voilà, on peut avoir, avec la révolution de l'information qu'on vient de connaître, on peut avoir une citoyenneté un peu brinque-ballée avant qu'on retombe sur nos pieds. Ce qu'il faut, c'est tenir avec l'horizon, tenir le regard sur l'horizon et avancer. Mhm. Arthur, Oui, j'ai Madame Barbarin qui me demande la parole.
Voilà, Madame Barbarin. Vous Nous pouvez venons vous épingler et il faut que vous ouvriez votre micro. Voilà. Non, on vous entend pas. Vous êtes trop... Non, non, vous parlez pas dans le bon micro, là. faut parler un petit peu plus fort. Vous parlez un peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez là? Là, Ah c'est oui, très super. bien. Ah, super. Donc, bonsoir Madame Brown-Pivet, bonsoir Frédéric, bonsoir Claire. Merci beaucoup d'organiser ce débat. Ouais, moi, ça m'apaise beaucoup de vous entendre. Donc, voilà, un grand merci. Moi, j'ai une question par rapport. Alors, ça m'apaise beaucoup d'entendre parler de cette majorité de coalition. Et d'un autre côté, je me demande en fait quelle est la légitimité, parce qu'en fait, si le RN a même une majorité, ne serait-ce que enfin pas la majorité Salut. absolue, euh, c'est quand même le parti qui obtiendra le plus de voix et donc du coup qui en fait a cette légitimité par rapport à, à cette majorité de coalition et j'aimerais savoir en fait quelle est, enfin, je trouve que c'est un petit peu difficile en fait d'ignorer aussi. Enfin, voilà, moi d'un côté, ça m'apaise d'imaginer une telle coalition, et d'un autre côté, ça me pose vraiment la question de l'écoute du vote démocratique Oui. qui sera fait par les urnes. Yael, je vais prendre la parole le premier, puis Bien je te la sûr, passe après. ça marche. Pendant cette campagne, j'ai aussi très souvent dit que je n'aimais pas l'idée de bloc. Je n'aime pas l'idée de bloc. Parce que d'abord, je pense qu'elle est anticonstitutionnelle. Le député n'a pas le droit de voter sur contrainte, n'a pas le droit de voter. On n'a pas le droit de voter en disant je vote parce qu'un tel me l'a demandé. Même si c'est M. Mélenchon ou même si c'est mon président de groupe. C'est interdit par la Constitution, le vote contre. Donc voilà, je n'aime pas l'idée de bloc. Après, si le Rassemblement national a une majorité absolue, euh, il faudra, c'est une autre situation. S'il ne l'a pas, effectivement, je comprends votre question de légitimité. Ce que nous portons, c'est que ce n'est pas de dire on va pas travailler. Quand, par exemple, ce que Yael a décrit sur les textes transpartisans, eh bien, il y en avait qui étaient portés par des collègues du Rassemblement national ou de la France insoumise. Nous avons applaudi à l'unanimité Madame Autain sur le texte sur l'endométriose. Voilà, qui faisait partie de ces textes-là. Donc, euh, ça va être. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ce problème de légitimité, pour moi, ne se posera qu'à certains moments de vote très précis, où là, il faudra que chacun se prononce très clairement, mais dans la partie immergée de l'iceberg, pour reprendre le terme de Yael, euh, ils seront écoutés. Ils seront écoutés. Même s'ils ne seront pas suivis, ils seront écoutés. C'est-à-dire qu'ils seront là et on ne va pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Mm. Yael. Ok. Oui, alors pour compléter, d'une part, moi je pense qu'il faudra qu'il soit représenté dans les instances de l'Assemblée nationale à hauteur de ce qu'il représente. Et donc ça veut dire, et je sais que ça a fait beaucoup débat, et moi je me suis, voilà, j'ai pris une position très claire quand il y a eu par exemple les vice-présidents du Rassemblement national. J'ai été beaucoup critiquée là-dessus. Mais moi je pense qu'à partir du moment où les Français ont élu un certain nombre de parlementaires, ils doivent être représentés justement dans les dans les instances de l'Assemblée nationale. Et donc, ça devra être le cas demain. S'il y a 250 députés RN, il faudra avoir une juste représentation parce qu'autrement, c'est effectivement bafouer la démocratie et mépriser les électeurs et considérer qu'il y a deux sortes de députés. Et ça n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas ma conception des choses. Après, il y a, et c'est pour moi la condition sine qua non pour que ça marche, il faut que le gouvernement qui sera issu de cette coalition demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale. En fait, je pense que ça n'est pas possible. Vous savez, depuis 2017, non, pas depuis 2022, les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais demandé la confiance. Et c'est aussi pour ça que ça pose un problème. C'est qu'en fait, on a des gouvernements minoritaires. Et en fait, on voit bien que ça atteint très vite ses limites, même si on arrive à faire fonctionner. En fait, ça atteint, ça comporte des limites très claires. Et donc, moi, je pense que si nous arrivons à fermer ce gouvernement, il faudra que le Premier ministre fasse son discours de politique générale pour présenter justement les axes et l'architecture retenue dans cette coalition, et il faudra qu'il demande la confiance du Parlement.
Et donc, il faudra qu'il y ait un vote. Moi, je pense qu'autrement, s'il n'y a pas de vote de confiance du Parlement avec un gouvernement de coalition, effectivement, ça sera une sorte de confiscation du pouvoir du groupe qui sera arrivé, qui sera le plus largement représenté à l'Assemblée nationale. Merci. 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 Je vais prendre deux questions du chat sur des thèmes qui ont été... un thème a été plus ou moins abordé, un autre non. Une question de Benoît Méran. Bonsoir, quelle est votre position concernant le non-cumul des mandats qui ont éloigné les parlementaires du terrain? Et une autre question de Geoffrey Lefebvre. Madame la présidente, monsieur le député, madame la suppléante, j'aimerais connaître vos projets et vos espérances concernant le triangle de Weimar et comment allier ces projets au niveau parlementaire dans ces trois différents pays. Je vous remercie. Gaël, Alors, démarre. ouais. Sur le non-cumul des mandats, moi je suis très opposée au retour du cumul des mandats. Je pense que quand on est parlementaire, c'est bien d'être parlementaire à plein temps. Et quand on est maire, c'est bien d'être dans sa mairie et de s'occuper de ses administrés. J'entends l'argument qui est de dire les députés sont éloignés du terrain. Mais déjà, ça n'est pas exact. Il y a de très nombreux députés qui sont très proches de leur terrain, de leur circonscription, de leurs concitoyens. Frédéric Petit en est un très bon exemple et je crois que j'en suis un également. Et je n'ai pas besoin d'exercer un autre mandat pour être proche de mes concitoyens et d'être sur le terrain. Ce que je sais, c'est que ceux qui ne sont pas proches du terrain, ceux qui considèrent que le mandat qu'ils exercent est uniquement national et doit se réaliser uniquement à l'Assemblée nationale, si vous rétablissez le cumul des mandats, est-ce que vous croyez que ceux-là vont aller briguer un mandat de maire? Non, trois fois non. Ils vont rester parlementaires parce qu'ils vont considérer qu'ils n'ont pas besoin de ce mandat. Donc en fait, je pense que c'est une mauvaise réponse. En revanche, c'est une bonne question. Et quand moi j'étais présidente de l'Assemblée nationale, j'ai lancé une mission d'information, conférence des présidents, donc le plus haut niveau des missions d'information sur le rôle et l'ancrage du député. Parce que effectivement, la question de la proximité, elle est essentielle. Mais moi je pense que pour résoudre cette question de la proximité, il faut travailler sur le mandat du député. Comment on va l'exercer pour donner plus de proximité, plutôt que de se dire oh ben, on va lui faire exercer un autre mandat pour que dans l'exercice de son mandat de député, il ait la proximité et la connaissance du terrain. Donc moi, j'avais demandé à des députés de travailler là-dessus de façon transpartisane. Donc il y avait Élodie Jacquier-Laforge et Cécile Untermaier du PS qui travaillaient sur ce sujet pour se dire comment on peut renforcer le rôle du député en local à travers sa présence dans certaines instances, plus de connexion avec les citoyens, les élus, etc. Mais en tout cas, moi, je pense que ce renforcement du rôle du député en local ne passe pas par l'exercice d'un autre mandat. Voilà, je vais rajouter, et après j'enchaînerai sur Weimar, qu'il y a eu des petits exemples de ce que ça peut donner. Par exemple, quand on a arrêté la réserve parlementaire, les députés ont eu une place de droit dans l'instance départementale. Moi, c'est le staff que vous connaissez bien, dans l'instance qui répartit cet argent. Donc, moi, ça ne marche pas, mais en France, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, l'idée, c'est de dire qu'il devrait y avoir des places de droit au niveau local à l'élu du national. Et je crois que c'est une bonne réponse. Sur Weimar, ben, vous savez que, comme je dis souvent, Weimar m'a doublé depuis les élections en Pologne, puisque moi, je travaillais là-dessus depuis 7 ans, que j'avais quand même un répondant relativement lâche et faible du côté polonais. Ça marche très bien. Je, je devais être là en ce moment, j'aurais dû être à la Fondation Genshagen pour rencontrer son directeur. Ça marche tellement, c'est reparti tellement bien. Je crois, Yael, que tu as fait 2 rencontres au plus haut niveau, en format Weimar. Euh, il y a eu des rencontres des commissions. Moi, j'ai participé à la commission des affaires européennes en format Weimar. Ce qui manque peut-être, parce qu'on ne pourra pas faire une assemblée parlementaire de tous les pays, de toute l'Europe, sinon on ne travaillera plus. Il manque peut-être d'imaginer pour le format Weimar comment on va structurer cette envie de Weimar et tout ce travail interparlementaire et société civile, comme je dis souvent, comment on va le structurer de façon à ce qu'il existe toujours malgré les alternances, etc. Donc on est en train, et ce sera peut-être la petite pierre que j'apporterai à la construction et à la relance du Weimar,
interparlementaire, c'est comment faire pour trouver des outils pour que ça reste après les élections allemandes, après les élections Mm. polonaises, après les élections françaises. Voilà. Euh, Arthur. Oui, Je vais juste vas-y. compléter sur Oui, Weimar. excuse-moi, En fait, vas-y. non, mais c'est très dépendant des personnes. Et on voit bien que depuis les élections en Pologne, alors que c'était assez bloqué auparavant, il y a une vraie volonté du côté polonais de relancer ces formats. Et donc moi, quand j'ai rencontré mon homologue lorsque je suis allée en Ukraine, je me suis arrêtée à Varsovie et j'ai déjeuné avec Simon Lovnia. Et on a échangé et on a vu tout de suite que ça y est, on partait Oui. sur une bonne connexion, qu'ils en avaient envie. Et en fait, depuis plusieurs mois, il y avait une multiplication des réunions, des présidents de commission, etc., pour vraiment retrouver cette dynamique du Weimar, parce que la Pologne était repartie alors que la Pologne était assez bloquante. Et donc, c'est pour ça que moi, je lui ai tout de suite proposé d'en faire un en juin avec Bärbel Bass et tout le monde a accepté. On avait notre programme de travail. Donc là, il y a une vraie volonté de repartir sur du Weimar. J'espère qu'avec la nouvelle assemblée et les nouvelles instances dirigeantes, ça va continuer parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important, très fructueux et que ce format tripartite, il est vraiment vital, je trouve, pour faire avancer ces sujets-là. Merci bien. Arthur, ça sera peut-être la dernière question. Oui, j'ai une demande de parole. Il faut que vous activiez aussi votre caméra. Oui. Sinon, on ne peut pas vous épingler. Voilà. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Très bien. Et on vous voit très bien. Très bien. Donc, je vous appelle de Fribourg en Allemagne. C'est vraiment très intéressant. On est en bonne compagnie. Là, on parle de choses très intéressantes, de très beaux projets, de développer les services publics et des conclaves et des coalitions. Mais les 15 millions de personnes qui ont voté pour le Front National, eux, j'ai l'impression, dans ce que j'entends, je vois les reportages à la télé, à la radio, les gens, ils veulent moins d'émigrés, plus d'argent dans le porte-monnaie, des factures réduites. Et si ça se passe pas dans les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, j'ai l'impression qu'on va retrouver la même configuration dans 3 ans aux élections présidentielles et encore empirer parce qu'ils ont eu 250 députés qui n'auront pu rien faire et qui se seront plaints à longueur de journée, qu'ils ont les mains et les pieds liés et qui ne peuvent faire passer aucune revendication de leur électorat. Donc, tous ces gros projets, Madame Yael Braun-Pivet, je vous soutiens tout à fait, c'est formidable. Mais est-ce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre là, maintenant, où on est arrivé? Et c'est ça qui fait peur. Les gens, ils ont le sentiment d'insécurité. Comment on peut répondre à un sentiment? C'est pas, c'est une mission impossible, mais c'est malheureusement la situation dans laquelle j'ai l'impression, vu d'ici, ce qu'on a. Et pour répondre à la personne qui était en Allemagne, c'est exactement la même chose qui se passe en Allemagne. Les gens dans l'Allemagne de l'Ouest, hein, moi je suis Fribourg, dans la forêt noire, les gens commencent à avoir le sentiment d'insécurité, mais il ne se passe rien. Mais c'est juste quelque chose d'imperceptible. Donc comment voulez-vous Hmm. répondre à ça? Voilà. Ouais. Mais je pense, et c'était, je crois, la réponse. Alors, j'ai pas eu la réponse tout à l'heure complète à cette même interrogation qui s'était exprimée. Je pense que la meilleure façon de répondre aux électeurs et au vote exprimé par le Rassemblement, par les Français qui votent Rassemblement national, c'est effectivement d'embrasser à bras-le-corps les sujets qui ont fait qu'ils votent pour le Rassemblement national. Et sur ces sujets, c'est effectivement, on a le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Mais ce qui est fou, finalement, c'est que sur ces 3 points, notre majorité a fait beaucoup. Sur le pouvoir d'achat, on a fait beaucoup, pas suffisamment, on est d'accord. On a encore du travail à faire, notamment pour que les salaires soient plus élevés en France. Mais on a réduit un certain nombre d'impôts. On a voté un texte sur le partage de la valeur pour permettre aux entreprises de faire davantage de primes, d'intéressement, etc., pour mieux répartir les produits de l'entreprise, ses bénéfices. On a travaillé sur les services publics. Quand je vous parle de services publics, c'est justement la justice est un service public, la sécurité c'est un service public, la santé c'est un service public. En fait, moi je crois vraiment que les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir accès à un médecin, d'avoir un éloignement de ce qui constitue le cœur de l'État à la française. Et ça, il faut y remédier là. Après, sur la question sécurité et justice, nous,
notre majorité a recréé 10 000 places pour des policiers, pour des gendarmes. Maintenant, il faut le temps de les former et les recruter, les former et les mettre sur le territoire. Mais effectivement, ce besoin de sécurité, il est essentiel. Il est en train d'être pourvu, mais ça met du temps. Autant c'est rapide de détruire 10 000 postes de policiers et gendarmes, autant c'est terriblement long de remettre 10 000 policiers et gendarmes sur le terrain. Mais c'est en cela que nous, on est en train d'agir. De la même façon pour la justice, on dit la justice ne marche pas bien, est trop lente, etc. On a augmenté de 60% le budget de la justice et on a 1500 magistrats qui vont être formés. Mais pareil, il faut le temps de les former, ces fameux magistrats. Donc c'est vrai qu'on est sur des sujets qui prennent du temps pour que les Français en aient vraiment la perception. Mais et peut-être qu'effectivement, on n'a pas bien fait ou pas suffisamment montré aux Français qu'on avait embrassé ces sujets. Mais en tout cas, les actes ont été posés. Maintenant, il faut déployer, il faut réaliser. C'est un peu, vous savez, moi, je suis aussi conseillère municipale. Il y a le projet de la mairie quand on est élu. Après, pendant 3-4 ans, on monte tous les projets, mais les citoyens ne voient rien et ils ont le sentiment qu'on n'a rien fait. Et puis tout d'un coup, on arrive enfin à la phase de réalisation, les projets sortent de terre, etc. Mais parce qu'il a fallu le temps de les concevoir, de déposer les permis, d'avoir les autorisations, etc., de trouver les personnes qui les mettent en œuvre. Et donc, là, vous voyez, moi, dans ma mairie, on est à 2 ans des élections municipales, on est enfin en train de sortir des trucs. Mais les citoyens, depuis 4 ans, qui avaient voté pour nous, n'arrêtaient pas de nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Et donc, c'est un peu pareil. C'est qu'on a le sentiment, les Français, parfois, on croit qu'on n'a rien fait sur tel ou tel sujet, mais c'est vrai que le temps politique est long. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse. Et je pense que justement, en travaillant à la transformation de l'organisation de l'État, peut-être que ça va nous permettre de réduire ce temps, justement, et de faire en sorte que les résultats arrivent beaucoup plus rapidement. Et ainsi, les Français auront vraiment la conviction qu'on s'occupe de leurs préoccupations premières. Merci, Yael. Je ne vais pas enchaîner. Je vois qu'il y a encore une dernière des dernières. Je vais juste rajouter un mot. Je crois que ça fait le travail d'un député, et vous le savez, je l'ai fait, je n'arrête pas de faire ça, c'est aussi de faire des séminaires citoyens, ce que j'appelle des séminaires citoyens, c'est-à-dire de parler de ça, de venir passer ce temps, le travail de contrôle. Je le partage avec mes concitoyens, ce que je fais en contrôle, ce qui n'est pas très marrant, mais on voit les choses avancer. On l'a fait pour Parcoursup, on l'a fait pour des tas de domaines où ben, le rôle du député, c'est aussi d'aller contrôler que ça arrive. Voilà. Madame Michel, vous êtes la dernière des dernières. Oui, Merci. Question, je parle. Question. je vous propose une question très courte, Oui. avec des réponses assez courtes et vous enchaînez sur la conclusion parce que l'heure passe très vite et nous étions engagés sur 1 heure, donc on va essayer de tenir nos délais. C'est une question très courte et qui rebondit sur ce qui a été dit par Madame Braun-Pivet, que j'admire énormément, je vous le dis. Donc, le temps politique étant très long, ça signifie que tout ce qui a été mis en place là, c'est Bardella qui va en profiter? En plus, le pire, c'est que oui, peut-être. Ben oui. Il va pouvoir récolter les fruits de tous ces magistrats, de tous ces policiers qui vont arriver sur le terrain. On a 200 brigades de gendarmerie, par exemple, qui sont en train d'ouvrir. Et il va pouvoir, lui, parcourir la France et les inaugurer en disant que c'est grâce à lui. Non, mais c'est effectivement le problème, un des problèmes. Mais effectivement, en fait, ce qui est sûr, c'est que il faut, et là, c'est de notre faute, il y a un vrai sujet de proximité, de lien distendu entre les politiques et les Français. Et c'est pour ça, quand je vous disais, moi j'ai ouvert l'Assemblée, c'était pour ça, c'est pas juste pour ouvrir l'Assemblée pour l'ouvrir, c'était pour essayer de recréer ce lien, de recréer cette connexion qui, je pense, qu'on a perdu. Et moi je vois ce qui est très marrant, c'est que quand je me suis présentée en 2017, vous allez voir, ça a un rapport. Quand je me suis présentée en 2017, quand je tractais dans la rue, les gens me disaient « Ah, c'est formidable, vous êtes comme nous, vous connaissez nos réalités, vous allez faire vos courses au supermarché, vous avez 5 enfants, voilà, vous êtes dans le monde réel et donc c'est pour ça qu'on va voter pour vous. »
Le lendemain de l'élection, je suis devenue une politicienne. J'ai plus de contact avec les réalités, je suis hors sol, alors que ma vie n'a pas changé. Et même en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je rentrais tous les jours chez moi pour vivre ma vie normale. Moi, je suis plutôt, vous voyez, dans un exercice du pouvoir à la danoise ou au pays nordique. Je n'ai pas profité des fastes d'hôtels de la C, etc. Mais pour autant, les gens considèrent que je suis une politicienne, qu'on ne peut pas me croire, que je suis hors sol, que je suis coupée des réalités. Et tant que les Français auront cette vision de leurs élus, cette vision très négative, les Français croient à plus de 65% qu'on est des élus corrompus. Corrompus, vous entendez, c'est un mot qui est très fort. La corruption, c'est un délit, ça veut dire qu'on serait payé pour agir, pour voter dans un sens ou dans un autre. Donc, tant que cette image des politiques sera aussi négative, on aura beaucoup de mal à leur dire que, eh bien, on fait des choses pour eux. Que, vous voyez, en fait, on a perdu toute crédibilité. Et ça, c'est terrible. Et en ce moment, effectivement, les gens ont tendance à donner du crédit au Rassemblement national plus qu'à nous. Ils nous mettent tous dans un sac qui est quand même extrêmement négatif. Et Ouais, ça, donc eux, ils sont pas corrompus, quoi. non. Ben non, eux, ils écoutent le peuple. Le comble, ouais, le peuple. Vous voyez? Merci beaucoup Merci. Yael. Je crois qu'on est au cœur des sujets de ton engagement personnel, de mon engagement personnel depuis beaucoup plus, comme je suis beaucoup plus vieux, depuis très longtemps. Mais je le dis souvent pendant cette campagne, dans le quartier de la ZUC de Borny où je travaillais, c'était le sujet. Le sujet, c'était de monter les escaliers pour convaincre les gens, les yeux dans les yeux, à partir des réalités, montrer que ça avançait. Voilà. Et je crois que euh, cette campagne brève a posé ces sujets sur la table et j'en suis ravi. J'ai pas d'autres mots de conclusion. Peut-être Claire, tu veux dire un mot, puis après Yael, tu conclus. Ouais, super vite. Simplement, Yael, pour te remercier mille fois d'avoir pris le temps de nous parler et d'avoir porté ce message positif Ouais. d'engagement, voilà, indéfectible pour notre beau pays et aussi pour l'Union européenne. Donc, je reste confiante que, d'abord, les résultats de ces élections seront pas si catastrophiques que ce que on peut prévoir et que je suis aussi confiante qu'on aura des hommes et des femmes de bonne volonté pour continuer à faire avancer le parlementarisme pour la France. Voilà, merci beaucoup. Merci Yael, beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous d'avoir participé à cette visio forcément trop courte. Vous savez, quand on s'engage pour servir, on s'engage pour être utile, on s'engage pour essayer d'améliorer la vie des gens. Et cet engagement, eh bien, il est plus fort que tout. Et c'est vrai que quand on a des coups durs, quand on n'est pas d'accord avec une décision qui est prise, telle que la dissolution, et c'est pas grave. En fait, on est capable de passer par-dessus parce que l'engagement qu'on a est plus fort que tout. Et on est porté par cela. Et finalement, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si on ne s'appartenait plus, dans le sens où on est redevable et on doit s'élever. Et je pense que c'est en ce moment, compte tenu de ce qui se passe, c'est un moment où chacun de nous, en tant qu'élu, mais aussi chaque citoyen, nous devons nous élever parce que ce moment, il l'exige, et il exige ça de nous. Et moi, je suis convaincue que ainsi, ensemble, on y arrivera. Et on y arrivera parce que notre pays le mérite, parce que nos enfants le méritent, parce que nos aînés le méritent également. On a le devoir de prendre soin d'eux, on a le devoir d'assurer un avenir à nos enfants, et on a surtout le devoir de respecter notre pays tel qu'il est, dans son identité, dans son histoire. Et notre pays, ce n'est pas un pays où on trie les Français selon leurs origines. Ce n'est pas un pays où on trie les Français selon leur religion. Notre pays, ça n'est pas ça, et ça ne le sera jamais. Et donc, ça dépend de nous aujourd'hui, ça dépend de vous. Et donc, vous pouvez en tout cas compter sur nous. Vous pouvez compter évidemment sur Frédéric, parce que c'est lui que vous allez élire ce dimanche pour vous représenter. On a besoin de lui à l'Assemblée nationale pour porter votre voix et pour porter cette voix-là. Donc, je vous fais confiance. Et puis, maintenant, vous avez une mission quand même, après cette visio, c'est d'aller convaincre.
d'aller convaincre vos amis, vos collègues, vos enfants. Voilà, on est chacun responsable, on est chacun redevable. Et donc, vous pouvez compter sur nous, mais nous, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci Yael, merci à toutes et à tous. Et j'espère qu'il y aura d'autres. C'est notre dernier grand événement de cette campagne. Je suis à Prague demain, je suis à Hambourg après-demain. Et après, on verra. À bientôt à toutes. Merci. Au Merci revoir, à bientôt. Yael. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci beaucoup.